Test. Ah, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux à cette masterclass. Je suis Geoffroy Sardin, j'ai la chance et l'honneur de piloter le groupe Pull Up Entertainment. Le groupe Pull Up Entertainment est une fédération de talents composée de 650 talents, principalement en France, mais aussi en Europe. Et aujourd'hui, on voulait mettre à l'honneur deux studios créatifs français qui sont associés au groupe Pull Up Entertainment et édités par l'éditeur Focus, qui fait partie du groupe. Avec d'abord le studio 12 dixièmes, qui est représenté par Sarah Ourcade, qui est directrice générale et producer, et notamment sur cette petite pépite qui s'appelle Memories in Orbit, que vous avez vue juste il y a une petite minute. Et les deux cofondateurs du studio Run Disc, Julien et Thomas, Julien Moya et Thomas Panuel, qui viennent tout juste de Toulouse et qui ont déjà produit une merveille qui s'appelle Chains of Scénar, qui est sortie l'année dernière et qui a eu le prix du meilleur jeu de jeux vidéo en France en mars dernier au Pégase. L'idée aujourd'hui, c'est que ces créateurs, ces passionnés de jeux vidéo, qui viennent pas tous en fait du monde du jeu vidéo aussi, ils vont vous raconter un peu quel est leur parcours, vont échanger avec vous aussi, parce que c'est aussi un échange, sur leur création, sur leur passion et sur la genèse de ces deux créations françaises. Voilà. À toi, Sarah. Merci. Du coup, enchantée. Donc, moi, je suis Sarah, donc je travaille au studio 12 dixièmes, donc qui travaille en ce moment sur le projet dont on a vu le second trailer. J'imagine qu'en fait, la plupart des gens ici ne connaissent pas forcément aux jeux vidéo, donc on va essayer de revenir un peu sur comment est-ce qu'on a fonctionné, d'où est-ce qu'on vient. Moi, je ne viens pas du tout du jeu vidéo non plus. À l'origine, je suis architecte paysagiste, donc ça n'a rien à voir. J'ai changé de domaine et j'ai monté un studio avec 6 autres associés il y a 7 ans. Donc on a monté le studio 12 dixièmes. On a sorti un premier jeu qui s'appelait Shady Part of Me et qui a été édité par l'éditeur Focus, avec qui on s'est définitivement associé et qui est devenu vraiment notre partenaire, et on appartient au groupe désormais. Donc moi, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien Moya, donc je suis le cofondateur du studio Run Disc avec Thomas qui est à côté de moi. Un peu comme Sarah, en fait, ni Thomas ni moi ne venons à la base du jeu vidéo. Moi, j'ai été graphiste, directeur artistique indépendant pendant 20 ans. Et j'ai commencé à développer un jeu vidéo avec Thomas sur mon temps libre, on peut le dire comme ça. Et on a fondé le studio Run Disc en 2018. Quand on a sorti notre premier jeu qui s'appelait Varion et qui était vraiment fait dans un cadre de hobbyiste, on peut le dire. Et ça s'est un peu plus concrétisé pendant le développement de Chains of Scénar, dont on va probablement plus parler aujourd'hui. Quand on a effectivement rencontré Focus, qui a décidé de devenir coproducteur du jeu, et avec qui on a collaboré jusqu'à la fin de la production de Chains of Scénar, et puis sur notre nouveau projet qui est en cours aujourd'hui. Donc Thomas Panuel, cofondateur du studio Run Disc. Donc comme Julien et Sarah, je ne viens pas forcément du monde du jeu vidéo puisque j'étais développeur dans une société de services informatiques, donc plutôt habitué à travailler sur des clients qui viennent de l'industrie. Et comme me disait Julien, voilà, on a fait notre premier jeu, c'était plutôt notre second jeu, Chains of Scénar, qui a été édité par Focus. Et en tant que pseudo-hobbyiste, puisqu'on avait tous les deux encore notre activité en parallèle. Et on a au fur et à mesure transformé notre activité, qui maintenant est 100% dédiée à notre prochain jeu. Du coup, pour revenir un peu sur comment est-ce qu'on arrive sur les projets qu'on a pu vous présenter là tout à l'heure, nous, on est un studio qui a décidé d'avoir cette approche très artistique dans le jeu vidéo. Alors, c'est pas du tout le cas de tous les jeux qui existent. Je pense que tous les studios ont un peu leur directrice forte, leur direction forte et dans quelle direction ils décident d'aller. C'est vrai que nous, ça a toujours été la réflexion qu'on avait. On a travaillé sur nos propres outils, on a fabriqué nos propres moteurs, donc ce qui permet de faire tourner le jeu sur un ordinateur. Et du coup, nous, on est vraiment très spécialisés sur la recherche de comment est-ce qu'on va réussir à transmettre ce sentiment d'avoir une image en 3D qui ressemble fortement à une image qui aurait été dessinée en 2D.
C'est-à-dire qu'on peut faire pause sur quasiment sur notre premier jeu chez Deep Art of Me et encore plus maintenant sur le second sur lequel on travaille et qui, je trouve, a beaucoup amélioré le code et les rendus qu'on a aujourd'hui dans nos logiciels, qui est que tu peux faire pause à chaque instant et avoir l'impression que peut-être ça a été dessiné par quelqu'un, mais ça va être entièrement fait en 3D. Ça va nous permettre d'avoir un rendu en temps réel qui est extrêmement fluide, parce que pour le coup, on va avoir 60 secondes, on va être à 60 FPS sans aucune difficulté. Et ça fait la richesse, et ça fait partie des choses, de nos points forts en tout cas, de la façon dont nous on travaille et de ce qu'on veut apporter à travers nos jeux d'un point de vue purement visuel. Après, je pourrais parler aussi du point de vue gameplay, parce qu'un jeu vidéo, c'est pas que du visuel. C'est aussi énormément de gameplay, c'est énormément de ressenti pour le joueur. Mais je vais laisser Rundisk parler un petit peu. C'est marrant en fait, parce que je me rends compte qu'on a une approche assez similaire, puisque en fait, quand on a commencé à travailler sur Chance of Scénar avec Thomas, on est nous aussi partis d'une idée artistique, on va dire, ou graphique. Faut savoir que le contexte de création de Chance of Scénar était particulier, puisqu'on est deux à avoir réalisé le jeu à 95%, et alors qu'on n'était pas encore professionnalisé, on va dire, dans le jeu vidéo. Et donc on avait dès le début énormément de contraintes, puisqu'il nous fallait créer un jeu qui soit relativement original, et surtout qu'on puisse produire à deux. Au bout d'un moment, on a réussi à s'entourer d'une petite équipe, qui est restée très minime, puisque jusqu'à la fin du développement, entre nous deux et 3-4 freelances, en fait, voilà, on était 5 personnes à produire le jeu, mais il nous a fallu choisir un rendu qui avait pour objectif de pas du tout entrer en compétition avec ce qu'on voit le plus souvent dans le jeu vidéo, c'est-à-dire des rendus réalistes, des lumières, des textures. Et donc on a, un peu comme 12 dixièmes, en fait, fait ce choix de se rapprocher d'une philosophie qui ressemble un peu à la 2D, à la bande dessinée. Et on a travaillé avec Thomas notamment à créer un moteur qui nous permette de nous approcher de ce rendu en partant d'assets 3D, effectivement. Ouais, en fait, tout le processus de pré-production, ça a été un peu de transformer la contrainte initiale, qui était notre grosse faiblesse, d'avoir une très faible capacité de production, entre quelque chose d'assez fort. Donc en fait, comme disait Julien, on s'est assez vite tourné vers une solution de DA dite radicale, c'est-à-dire qu'avec un visuel très tranché, on s'est aussi dit comment on peut travailler avec des éléments épurés et comment on peut, avec notre capacité de production à deux et un peu plus ensuite, produire un jeu qui a une durée de vie assez honnête. Et effectivement, voilà, ça a été, et c'est là où en fait avec Julien, on s'est bien trouvé, parce qu'en fait on vient tous les deux d'un métier où on travaille avec des industriels qui ont des fortes contraintes de production, où on a été tous les deux habitués à optimiser nos process, à dire ben voilà, moi j'ai une enveloppe fixe, qu'est-ce que je fais avec ça. Et voilà, et tout au long de la production, on s'est donné un objectif visuel, créatif, qui était d'avoir un jeu qui ressemble à la bande dessinée. Et on a tout articulé pour se dire ben voilà, comment on arrive à produire un jeu qui ressemble à la bande dessinée à deux. Et le résultat est vraiment très joli d'ailleurs. Je pense que la bande dessinée, c'est une très très grosse et une très forte inspiration dans beaucoup de jeux vidéo. On voit vraiment, je pense qu'on a des inspirations dans énormément de studios français qui ressortent, où on voit clairement les influences de la bande dessinée, que ce soit au niveau d'effets de watercolor. J'ai trop du mal. Aquarelle, merci. Désolée. Donc, non, que ce soit sur les effets d'aquarelle, que ce soit sur justement ce côté un peu ligne pure, les dessins à la... Non, c'est trop dur aujourd'hui, je vais pas y arriver. Non, ah mince. Non, mais quelqu'un peut probablement m'aider. Un auteur de bande dessinée extrêmement connu, qui a fait Blueberry, mais qui a aussi fait Moebius. Merci. Du coup, les inspirations de Moebius, elles sont très très fortes dans énormément de jeux vidéo aujourd'hui. On les retrouve, et je pense qu'on les retrouve chez nous. Moi, j'ai l'impression qu'on les retrouve un peu chez vous aussi. Cette réflexion aussi des contours, c'est aussi des mécaniques qui sont compliquées à faire en 3D, parce que c'est techniquement compliqué d'avoir cet effet, comme on peut le voir typiquement sur cette image, où on va avoir les lignes de traits du dessin qui disparaissent à certains endroits, qui réapparaissent à d'autres. Tout ça, ça va être calculé en temps réel à chaque instant pour déterminer où sont les limites de chaque objet et comment est-ce qu'on va faire que, par exemple, ici l'objet il va être continu, mais on va arrêter le trait ici pour donner cet effet un peu comme si c'est quelqu'un qui avait dessiné et qui avait levé le crayon à un moment puis qu'il avait reposé plus loin.
Et ce genre de choses, de rendu, ça fait partie des métiers un peu spécifiques qu'on va avoir. On a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans dans le studio et qui travaillent en permanence sur comment est-ce qu'on va faire des petits effets de hatching sur les bords, comment est-ce qu'on va faire en fait ce rendu très presque manuel en fait, alors que le jeu vidéo d'une certaine façon c'est un peu l'antithèse du manuel. Je dois avouer que je crois que personne de toute la fabrication de ce jeu n'a un jour utilisé vraiment de l'aquarelle, et en un sens c'est un peu dommage. Ouais, il y a des contre-exemples. On peut parler de Dordogne, qui est un autre jeu Focus qui est sorti l'année dernière, qui pour le coup a été travaillé à la vraie aquarelle, entre guillemets, avec un super rendu que vous avez peut-être certains d'entre vous vu. C'est marrant parce qu'effectivement, comme tu disais Sarah, il y a peut-être une approche un peu française peut-être, où je pense que les créateurs, les créatives français sont assez attachés à cette culture graphique, cette culture picturale. Parce qu'on a effectivement une grosse tradition artistique en France de l'image, et notamment de l'image dessinée, de l'image peinte. Et c'est probablement pas un hasard si on retrouve ce point de départ artistique dans pas mal de productions françaises notamment. Et puis comme je le disais aussi, c'est un choix stratégique, parce que je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais choisir de faire un jeu comme celui-là, qui prend ce pied-là au niveau artistique, c'est pas seulement un kiff visuel, c'est aussi une façon de se démarquer. Comme vous le savez peut-être, se démarquer aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est extrêmement difficile. Pour vous donner un chiffre qui a pas mal circulé, l'année dernière, rien que sur la plateforme Steam, donc qui est la principale plateforme de distribution de jeux dématérialisés sur PC, il y a 15 000 jeux qui sont sortis en une année. Donc pour arriver à s'extirper un peu de la masse, pour arriver à attirer l'attention, on est amené à faire des choix un peu différenciants. Et donc ce rendu-là permet d'exprimer à la fois, on va dire, une particularité graphique et aussi, voilà, donner quelque chose un peu différent. Je pense que autant pour 12 dixièmes que pour nous, on avait vraiment dès le départ de nos projets la volonté de faire quelque chose d'un peu différent, qui n'allait pas se mettre en compétition avec des choses qu'on appelle par exemple les AAA. Les AAA, c'est l'équivalent du blockbuster en jeu vidéo, c'est-à-dire les jeux à 100, 200 millions de budget, ce qui n'était pas du tout les nôtres, et où les équipes graphiques n'ont pas du tout la même dimension que les nôtres. Et donc on est obligé de faire preuve d'inventivité, à défaut d'avoir une force de production gigantesque. Ouais, et ce mouvement de passer vers des DA plus impactantes, elle se retrouve de plus en plus dans le jeu vidéo, même sur les grosses productions. C'est fini le temps où on cherche le photoréaliste à 100% entièrement. Même les grosses productions qui se veulent réalistes vont avoir une photo travaillée, vont avoir des couleurs qui veulent quelque chose qui se démarque. On le voit aussi dans tout ce qui est série d'animation. La saison 2 d'Arcane est sortie la semaine dernière. Voilà, c'est le parfait exemple des productions qui cherchent visuellement à se démarquer, parce que c'est vraiment devenu à la fois une façon, comme on l'a dit plein de fois, de se démarquer, mais aussi une attente des joueurs ou des spectateurs. Oui, parce que c'est vrai que la série Arcane, c'est une série française, donc, qui est coproduite par Netflix et Riot, mais qui est créée par le studio Fortiche, qui est un studio français, et toute proportion gardée, en fait, il y a cette même approche de favoriser un rendu presque 2D, voire même complètement 2D, si vous regardez Arcane, qui est une série d'animation 3D. Si vous avez un peu l'œil exercé, vous verrez qu'il y a énormément de 2D en fait, dans cette série. Tous les décors, tout le texturing des personnages, en fait, c'est du dessin pur et dur. Et donc, c'est pas un hasard, je pense aussi, si c'est une série française en fait, qui prend cet axe, qui se démarque un peu de la production mondiale. Du coup, j'ai l'impression que... Effectivement. Je mentionnais tout à l'heure le gameplay, parce que je pense que c'est quand même important d'en parler un petit peu, un minimum, quand on parle de jeux vidéo, parce qu'on a tendance à... c'est ce qu'on voit en premier, les images. Et c'est pas ce à quoi on joue directement. Et je pense que pour les joueurs, et même pour l'expérience, et de comprendre vraiment ce que c'est qu'un jeu vidéo, c'est essentiel de parler pas seulement des images, pas seulement du fait qu'effectivement on a cette recherche artistique dans les images, mais on a aussi une recherche artistique dans le gameplay. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les studios, pour la fabrication, parce que la logique d'un jeu vidéo, c'est pas d'un côté on a un gameplay, d'un côté on va avoir des images, et en même temps on va mettre une histoire parce que bon, c'est cool. Non, on va essayer de faire quelque chose où l'ensemble est cohérent, que tout se répond, et que en fait le gameplay il est en phase avec les images qui sont elles-mêmes en phase avec l'histoire, et tout ça, ça crée un univers en fait. Et du coup, en tout cas, dans le cadre de Memories in Orbit, le choix qui a été réalisé, c'est marrant. Je ne sais pas s'il y avait des gens parmi vous qui étaient à la conférence précédente, mais il y a quelqu'un de la conférence précédente qui mentionnait le fait que... J'ai oublié le nom de la femme qui disait ça, mais elle disait qu'ils étaient dans la recherche de la friction.
parce que les gens étaient toujours... Aujourd'hui, il y avait beaucoup un ressenti chez énormément de gens de rechercher pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens dans la communication, on travaillait beaucoup sur le plus en plus c'est facile. Plus l'approche est simple et plus c'est agréable. Et là où nous, il y a de plus en plus de gens, en fait, ça se retrouve, c'est vraiment un mouvement global créatif, pas seulement dans le jeu vidéo, mais justement dans énormément de domaines, où on retrouve des gens qui sont à la recherche de la frustration, à la recherche de se dire, bon, j'ai pas envie d'avoir le truc hyper facile, hyper fluide, où en fait je finis par m'ennuyer, mais en même temps c'est très addictif, donc je continue à jouer parce que c'est super, et je joue à des jeux un peu comme ça de temps en temps, mais j'aime bien aussi jouer à un jeu où je me casse les dents dessus, et je galère, et je réessaye, parce qu'en fait c'est en galérant qu'au moment où tu y arrives, tu te dis, ah mais oui, génial, trop bien, cette fois-ci j'ai réussi. Et ce sentiment de satisfaction intense d'avoir réussi quelque chose, c'est quelque chose qui ne peut arriver que s'il y a eu cette frustration avant. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous, on essaie de travailler sur Mio Memories in Orbit, qui est un jeu qui va être challengeant, soyons honnêtes. Je pense qu'on n'a jamais on fait tester les jeux, évidemment, on n'a jamais un seul testeur qui nous a dit « Ah, le jeu, il est un peu trop facile ». Mais on est dans cette recherche de... On est sur du visuel, justement, métaphorique, on est sur une ambiance très nostalgique, très douce, mais qui se heurte à un ressenti de jeu qui, lui, se veut... oui, avec de la friction, en fait. Avec ce truc où tu vas prendre le joueur et tu vas le secouer un peu et tu vas dire, il va falloir s'obstiner un peu là, parce que si tu le fais pas, tu vas pas y arriver. Et ça fait vraiment partie de l'expérience, c'est quelque chose qui est important pour nous. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, le jeu vidéo, c'est une forme d'art qui est vraiment spécifique. C'est ni du cinéma, ni de l'animation, ni de la littérature, ni de la musique. C'est un peu tout ça. Et puis c'est un peu plus aussi, puisqu'effectivement, il y a la notion interactive qui entre en jeu et qui est extrêmement importante. Nous aussi, on a eu une approche un peu similaire quand on a conçu Chance of Scénar, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, alors la difficulté de Chance of Scénar ne n'est pas de l'action, de ce qu'on appelle les skills dans le jeu vidéo. Elle n'est plus, c'est un puzzle game en fait. C'est un jeu d'énigmes qui, pour schématiser, est basé sur l'apprentissage en fait et la maîtrise de langues inconnues. Donc on va découvrir un monde inconnu dans lequel des gens parlent des langues qu'on ne connaît pas et qu'on va traduire progressivement en observant l'environnement, en interagissant avec les personnages. Et on va comme ça remplir son petit dictionnaire. Et clairement, on demande aux gens de réfléchir. Donc c'est pas du tout un jeu où l'histoire va se dérouler tout seul, même s'il existe des jeux qu'on appelle les jeux narratifs. Des jeux qui peuvent aller du 100% narratif quasiment, où on ne fait presque que se balader dans un monde qui va nous raconter une histoire par l'environnement, par les dialogues. Et puis des fois, on a des jeux avec beaucoup plus de gameplay. Des fois, on a des jeux qui sont un peu entre les deux. Mais dans tous les cas, il y a une notion de challenge, en fait. C'est ce qui est important en jeu vidéo. Il faut effectivement, comme disait Sarah, proposer quelque chose, une friction qui va donner au joueur un peu la satisfaction ou à la joueuse d'avoir trouvé ou d'avoir réalisé quelque chose de lui-même. Alors, j'ai souvent tendance à dire que le game design, c'est un peu l'illusionnisme, en fait, puisque la clé en fait du game design, c'est de donner tous les indices et tous les outils pour la joueuse ou pour le joueur pour qu'il ou elle y arrive, parce qu'en fait le but d'un game designer, c'est quand même que les joueurs arrivent à finir le jeu et s'amusent. Leur donner toutes les clés pour qu'ils y arrivent, mais en leur donnant l'impression qu'ils ont réussi tout seuls. Donc c'est un tour de passe-passe, c'est un peu de la distraction. On leur donne tout ce qu'il faut, mais ils ont l'impression de le faire tout seuls. C'est un peu une des clés du game design. Mais même quand cette friction, elle est invisible, ou en fait on la ressent pas en tant que telle, elle existe, et c'est ce qui crée en fait le challenge et ce qui crée l'interaction. On a parlé direction artistique, on a parlé game design. Il y a un troisième gros pilier dans les jeux vidéo, c'est aussi l'histoire qui est de plus en plus présente. En fait, il y a une transformation du jeu vidéo qui est passé d'un média où c'était principalement du game design. Hein. Quand on joue au premier Mario, on a un bonhomme qui saute, tout dans l'univers est fait pour le design. On saute sur des champignons parce que c'est arrondi, on a envie de sauter dessus. Il y a des tuyaux pour qu'on puisse rentrer dedans. Voilà, c'est pas forcément. Après, il y a un lore qui s'est créé après derrière, mais à la base, c'était vraiment que des contraintes de game design. Et au fur et à mesure, avec la technologie qui a évolué, les attentes des joueurs qui ont évolué, c'est un média qui s'est énormément enrichi. On a de plus en plus d'histoires solides qui sont racontées à travers les jeux vidéo. On a, comme on l'a dit, des directions artistiques et du visuel ou de l'audio de plus en plus recherché. Et tout ça associé à du game design. Et c'est un peu ce qu'on a souhaité avec Julien quand on a fait Chance, c'était de ne pas abandonner un des piliers. C'est-à-dire qu'on voulait quelque chose où le joueur ait vraiment l'impression d'avoir qu'on lui raconte quelque chose, à la fermeture d'histoire, en termes de valeurs véhiculées, qu'on ait un effet visuel et un gameplay intéressant.
Et c'est une tendance qui, on n'est pas les seuls, hein. Je pense que chez 12 dixième, il y a à peu près la même logique derrière, mais de façon générale, les studios de jeux vidéo ont tendance à venir ne plus sous-évaluer un des piliers. Avant, on avait souvent des jeux vidéo qui partaient droit dans une direction. Il y avait des jeux à pur game design, des jeux purement narratifs où on ne faisait que écouter une histoire, ou des jeux où il ne se passait pas grand-chose et purement visuel. Et au fur et à mesure, voilà, c'est un média qui s'est enrichi, qui a appris de toutes les différentes essais et différentes œuvres qu'il a pu faire, et c'est maintenant proposer une forme d'art très très complète et qui le rend très intéressant. Je pense qu'on a tous un peu une idée, un peu une vague idée de l'histoire un petit peu du jeu vidéo, même si on l'a jamais trop suivi. On a su qu'il y avait des jeux d'Arkane, on a bien vu que petit à petit les graphismes des jeux étaient de plus en plus réalistes. Et en fait, on a eu vraiment ce gros changement où il y a des gros... je parlais de moteurs tout à l'heure, parce que nous, on travaille sur un moteur propriétaire, donc un moteur qu'on a créé nous-mêmes, mais la majorité des studios travaillent sur des moteurs qui sont... il y a deux gros moteurs quand même, il y a Unreal Engine et Unity, qui sont vraiment les deux moteurs du marché. Et en fait, l'existence et la popularisation de ces moteurs a fait que, pour pas très cher, en fait, n'importe qui peut un peu faire un jeu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. C'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de jeux qui sortent sur Steam. C'est parce que c'est devenu facile de faire un jeu. Et donc maintenant, la question se pose, c'est quoi qui fait qu'on va faire quelque chose de... Parce qu'en fait, on en revient un peu à plein d'autres domaines de l'art. C'est-à-dire que moi, je peux faire une photo, mais je ne suis pas photographe. Et du coup, qu'est-ce qui va nous démarquer? Qu'est-ce qui va faire que ça va devenir notre métier et qu'on va essayer d'en faire quelque chose de plus, quelque chose qui est plus que juste on va faire un jeu, mais on va plutôt faire une œuvre artistique. Et c'est cette réflexion-là qu'on essaye de pousser en interne. Et pour ça, on sélectionne des profils de gens qui ont envie d'aller dans cette direction, parce qu'en fait, ça va aussi avec le jeu vidéo. C'est très particulier parce que c'est une œuvre collective, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on va voir une personne toute seule qui va dire ça va être ça mon projet et je vais faire en sorte que tout le monde fasse exactement ce que je veux, ce qui est plus quelque chose qu'on va retrouver dans certaines industries du jeu vidéo au Japon par exemple, où on a vraiment un game director qui est iconique et qui va représenter un studio et dont le nom va être connu, là où en France on va avoir assez peu de ce genre de cas et plus une réflexion de studio où les gens vont travailler ensemble. Je sais que nous en interne par exemple on a carrément un système quasi totalement horizontal où tout le monde a un droit d'opinion. Il y a un directeur créatif qui tranche si jamais les gens ne sont pas d'accord, mais l'objectif, c'est d'obtenir un consensus et de créer une œuvre collective tous ensemble. Et donc pour ça, ça va avec recruter effectivement des talents, comme Geoffroy les mentionnait tout à l'heure, mais ce n'est pas juste des talents, c'est aussi des talents qui vont dans la même direction artistique que nous et qui veulent apporter quelque chose à cette œuvre commune. Ouais, et puis il y a peut-être aussi quelque chose à signaler. Si on est là justement à parler de ça, à cette évolution du jeu vidéo, à cette volonté de marier les différents médias, de marier la narration, le gameplay, l'art, tout ça, faut dire aussi que nous, avec 12 dixièmes et Rundisk et plein de studios, on fait, pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde du jeu vidéo, on fait partie d'une vague particulière qui est ce qu'on appelle le jeu vidéo indépendant, qui a explosé il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire, avec notamment l'arrivée de Steam, donc cette plateforme de distribution de jeux vidéo dématérialisés, et qui a complètement changé la face du jeu vidéo, qui jusqu'alors en fait était vraiment dans cette espèce d'évolution permanente vers la... Alors la surenchère c'est un terme négatif, mais en tout cas vers l'évolution technique et technologique en permanence, ce qui existe encore aujourd'hui. Les AAA dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est les jeux qui coûtent beaucoup d'argent, qui prennent de grosses équipes et où il y a une volonté d'investir énormément et donc de gagner énormément, et où il y a, on peut le dire, assez peu de prise de risque. En fait, ces jeux-là coûtent tellement cher à faire que les studios qui les créent, les éditeurs qui les financent ont une grande peur du risque et donc essayent le plus souvent de récupérer des recettes qui marchaient ou qui marchent ou qui sont censées marcher et de les améliorer, de les pousser toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et à côté de ça, il y a donc le milieu du jeu vidéo indépendant qui s'est développé. Il y a eu des précurseurs il y a une dizaine d'années, et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus intéressant, comme le disait Sarah, avec les outils qui permettent à de plus en plus de monde, et notamment des petites équipes, de créer des jeux vidéo, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc c'est grâce aux jeux vidéo indépendants que s'est développée justement cette recherche d'un nouveau jeu vidéo, on peut dire, qui va essayer de creuser des pistes en fait qui sont différentes. On va essayer d'adresser des sujets plus graves, ou plus adultes, ou plus matures. On va essayer de creuser, d'aller plus dans l'artistique, d'être plus radicaux. En fait, on va pouvoir prendre plus de risques, puisque mathématiquement, quand un jeu ne coûte que, entre guillemets, quelques centaines de milliers d'euros, ou même moins,
on peut se permettre plus de risques en fait au niveau des financements qu'un jeu qui va coûter 150 millions d'euros. Et donc cette espèce de recherche du sens quelque part, j'ai envie de dire, et cette prise de maturité du jeu vidéo, parce que je pense qu'on peut dire ça, elle vient aussi de cette vague du jeu vidéo indépendant qui a permis aux jeux de devenir un peu plus que des jouets, ce qui était le cas avant. Donc les jeux vidéo jusqu'à récemment étaient vus comme un média, un peu comme la bande dessinée à ses débuts, quoi, un média réservé aux jeunes, voire aux enfants, quelque chose d'assez immature, quelque chose d'assez assez enfantin. Et grâce à ce développement d'une nouvelle façon de concevoir et de faire les jeux vidéo, il a acquis, on va dire, une grande maturité avec une grande variété de sujets, y compris les plus graves. Et donc c'est grâce aux jeux vidéo indépendants qu'on a pu voir ça émerger. C'est important de noter qu'en fait, effectivement, la thématique dans les jeux vidéo a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait des thématiques relativement récurrentes, comme le cinéma blockbuster, où on retrouvait le culte du héros dessus. Et maintenant, grâce aux jeux vidéo indépendants, en fait, on est venu toucher des publics différents. On est venu prendre plus de risques. Alors, il y a les considérations financières, mais surtout, en fait, le panel de gens à qui s'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, un petit jeu indépendant, comme cet équipement coûte moins cher, il doit en vendre beaucoup moins qu'un gros jeu. Et donc, en fait, quand on écrit un jeu qui doit s'adresser à 100 000 personnes pour être rentabilisé, contrairement à un jeu qui doit s'adresser à 10 millions de personnes, on ne parle pas de la même chose. On peut se permettre d'être plus audacieux, on peut se permettre de prendre des risques, d'aller sur des thématiques plus complexes, plus personnelles. Et c'est un peu, effectivement, toute la force du jeu de vidéo indépendant, c'est qu'en fait, venir gratter, chercher apporter de la nouveauté, apporter un peu d'air frais qui, une fois, sert de déclencheur et après peut être repris et être retravaillé à plus grosse échelle. Chanteau Scénar, voilà, c'est un jeu où le concept c'est de traduire des langues étrangères. C'était pas le premier jeu sur cette thématique, mais ça reste encore un jeu pour un panel qui est les fans de puzzle game, qui ont en plus une approche de accepter de jouer un jeu qui, quand on décrit le jeu, vous allez traduire des langues. Bon, ça fait pas fun. Mais voilà, il faut outrepasser ça. Et en fait, voilà, on a eu un succès auprès de ce public. On a créé une ouverture, effectivement, où peut-être plus tard, on aura d'autres jeux qui vont venir suivre cette évolution. Mais effectivement, ce type de jeu, on ne serait jamais allé produire un jeu à 100 millions à cette thématique-là directement de bus. Ça aurait été à la fois risqué et surtout à la fois absurde, hein, puisqu'on aurait été obligé de le tirer vers quelque chose de beaucoup plus conventionnel pour attaquer un public. Donc, faut pas oublier un truc qui est important, c'est que le jeu vidéo, avant tout, c'est une industrie, et comme le cinéma, c'est une industrie à gros budget. Voilà. Même un petit jeu indépendant, ça reste quand même plusieurs centaines de millions d'euros, ça reste des produits complexes à développer, ça reste des produits où il y a des chaînes de qualité à mettre en place qui sont assez et très exigeantes. Tester un jeu vidéo, c'est pas facile. Et les jeux vidéo, c'est 10, 15, 20, 40 heures de jeu. Donc tester ça, s'assurer que toute l'expérience est bonne jusqu'au bout, à la fois en termes de sentiments, à la fois en termes de bugs, en termes de compréhension, c'est complexe. Techniquement, ça doit tourner sur toutes les machines et tous les PC de la Terre. Voilà, donc c'est vraiment une industrie très, très particulière. Et donc, pour revenir au jeu vidéo, est-ce que ça l'apporte? C'est-à-dire qu'en fait, en se mettant sur des jeux plus typés, avec plus un côté innovant, caractéristique, on peut se permettre des productions de moins grosse ampleur et donc de continuer dans la créativité. Je pense que, vu qu'on n'arrête pas de mentionner une industrie, je pense que dans une industrie, c'est important aussi de mentionner les différents acteurs qui la composent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est des studios de développement, c'est-à-dire qu'on fabrique des jeux. L'avantage d'être un studio indépendant, comme disait Rundisk, c'était qu'on peut prendre plus de risques parce qu'on a des plus petits budgets, mais ça implique aussi qu'on est beaucoup plus précaire, c'est-à-dire que généralement, on n'a pas un cash flow infini si jamais on se foire sur un projet. Donc on travaille avec des éditeurs. On travaille avec Focus Publishing, qui du coup travaille avec nous deux, mais travaille aussi, comme on mentionnait tout à l'heure, avec Dordogne et avec d'autres jeux qui ont aussi cette recherche artistique, parce que ça fait partie de ce que eux recherchent, cette dimension artistique dans la production française. Et c'est très important pour nous d'avoir ce soutien-là derrière. Et aujourd'hui, c'est très très difficile pour des studios indépendants. Il y en a évidemment qui s'en sortent tout seuls, et je suis extrêmement admirative de ça. Je sais que nous, très personnellement, 12 dixièmes, je ne pense pas qu'on aurait survécu sans le soutien de Focus derrière nous. Et ça fait partie
de la question, c'est-à-dire que derrière une œuvre artistique, où est-ce qu'on trouve ce financement? Comment est-ce qu'on crée cette œuvre-là? Surtout quand ça implique... Je veux dire, nous, dans notre studio, aujourd'hui, on est 17 personnes. Le projet qu'on est en train de produire, dont vous venez de voir le trailer, c'est 4 ans de production. Donc je vous laisse faire le calcul de combien ça coûte de payer une vingtaine de personnes pendant 4 ans pour un projet. Et il faut trouver des gens qui sont prêts à financer ça, il faut trouver des gens que ça intéresse, qui ont envie de cette recherche, de cette prise de risque, parce qu'en fait, faire un jeu vidéo, c'est toujours un risque. Il n'y a pas de science exacte de savoir est-ce que celui-là il va marcher, celui-là il va pas marcher. On peut se dire on va produire un produit de qualité, on va faire quelque chose auquel on croit, on va mettre de notre âme dans notre projet. Mais derrière, en fait, il y a des tonnes d'autres facteurs qui rentrent en compte. Est-ce qu'on n'a pas un jeu concurrent qui va sortir une semaine avant la sortie de notre jeu? Je pense notamment, nous, dans notre cas, on travaille... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ça va parler, mais on travaille sur Metroidvania. On a un très, très, très gros Metroidvania que tout le monde attend, qui s'appelle Silksong, qui est censé sortir dans les prochains mois, années, on ne sait pas trop. Si ça sort en même temps que nous, on est foutus. C'est comme ça. Donc je pense qu'il y a énormément de facteurs qui jouent, et donc c'est toujours une prise de risque, quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas... Alors là, je vais parler uniquement en tant que studio, parce que je pense que ce n'est pas du tout l'opinion de notre éditeur. Mais nous, on sera content d'avoir sorti ce jeu dans tous les cas, que ce soit un succès ou pas un succès, parce que c'est un peu notre bébé. Donc dans tous les cas, ce sera tellement un plaisir de voir des gens y jouer, même s'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que même si tu disais tout à l'heure que faire un jeu vidéo, c'est facile, en tout cas ça l'est beaucoup plus qu'avant, ça reste quand même un défi en fait. Arriver à concevoir, écrire, produire et sortir, on dit shipper un jeu, aujourd'hui ça reste un défi, et c'est surtout un saut dans le vide, puisqu'effectivement une production de jeu vidéo, il faut comprendre que en général c'est 2, 3, 4 ans, et là je parle des jeux vidéo indépendants, il y a des jeux vidéo dont le cycle de développement est encore plus long que ça. Et donc ça veut dire qu'il faut accepter d'être dans un business, dans une industrie où on va mobiliser une équipe pendant 3 ou 4 ans en n'ayant aucune assurance de rentrer dans ses frais, d'être rentable et encore moins de gagner de l'argent. Alors heureusement, des fois ça marche, mais effectivement on n'en est jamais garanti, on n'en est jamais assuré. Donc heureusement, comme disait Sarah, il y a des éditeurs, des publishers qui sont là pour financer ces prises de risque en partie, mais pas seulement, aussi pour nous aider à les mettre sur les marchés, sur toute la partie marketing, sur plein de choses annexes comme la localisation, le playtesting, tout ça, des choses qui sont des expertises très spécifiques qu'un studio indépendant de 5, 6, 12 personnes a rarement les moyens de mettre en place seul. Donc on a heureusement des alliés dans les structures comme celle-là, mais ça reste dans tous les cas un saut dans le vide. C'est pour ça que c'est un secteur assez fragile malgré tout, où il y a beaucoup des fois de très grands succès dont on parle parfois dans la presse, aussi beaucoup d'échecs. Et je rajoute aussi que même si effectivement les studios indépendants sont très fragiles, finalement c'est aussi le cas des gros studios. Vous êtes sûrement au courant, ceux et celles qui suivent un peu l'actualité du jeu vidéo ont sûrement vu en 2 ans, il y a eu plus de 30 000 licenciements dans le monde, dans le secteur du jeu vidéo. Alors je ne vais pas faire l'historique de la crise, d'où ça vient et tout. En gros, pour faire très simple, le secteur du jeu vidéo, la consommation de jeux vidéo a explosé pendant le Covid, ce qui a mené des investisseurs qui venaient pas du jeu vidéo à surinvestir en jeu vidéo. Et aujourd'hui, comme on retrouve un peu une normale, eh bien, ces gens qui ont surinvesti sont déçus de ne pas gagner autant d'argent qu'ils imaginaient en gagner. Et du coup, ça ferme les studios par palette entière. Et même dans les très gros studios, même des studios qui ont eu du succès, qui ont sorti des bons jeux, qui ont marché, il y a eu des fermetures par dizaines et par dizaines, et donc des dizaines de milliers de gens licenciés. Donc c'est pour vous montrer que même avec une grosse industrie, même avec des tas de process, même avec des expertises, on n'est jamais sûr que quelque chose fonctionne. Et même quand quelque chose fonctionne, on n'est jamais sûr que le marché va continuer à soutenir les studios. Donc voilà, ça reste malgré tout un business risqué, où il faut avoir la foi et avoir un peu le courage quand même de se lancer là-dedans en mettant un peu tout ce qu'on a et ce qu'on sait faire dans la balance, en espérant que ça marche. Alors ouais, effectivement, c'est un business qui est difficile parce qu'il y a quand même une part de chance à la sortie. Hein, comme l'a dit Sarah, on peut tomber contre un gros concurrent qui tombe en même temps et là, c'est pas de chance. Après, voilà, c'est aussi une industrie comme toutes les autres où si on sort un bon jeu, un bon produit, il marchera mieux qu'un moins bon. Et c'est là où en fait les producteurs, on les voit souvent de façon un peu restreinte, comme des gens qui apportent de l'argent, qui vont faire du marketing. Mais en fait, c'est vraiment pas que ça. C'est aussi
une seconde personne qui a un regard sur le jeu qu'on est en train de faire. Et en fait, nous, sur Chance, on était principalement deux à avoir conçu le jeu. Si on n'avait pas eu Focus accompagné, on n'aurait pas sorti ce jeu-là. Ça n'aurait pas été possible. D'une part, bon, il y a l'expertise qu'ils ont, il y a le financement, mais il y a aussi avoir des gens qui étaient capables de nous apporter un regard extérieur sur notre jeu, nous donner des conseils, sans jamais avoir fait d'ingérence créative. Et ça a été voilà, quelque chose de vraiment très agréable tout le long du développement, de pouvoir se dire, ben voilà, je sors quelque chose. On a des gens voilà, qui vont nous le tester, qui vont nous faire des retours, qui vont nous permettre de réfléchir, nous donner des clés pour trouver, mais jamais de dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, arrêtez. Voilà. Donc effectivement, c'est un processus de création où ça reste une œuvre d'art, donc en le sens où c'est un peu notre bébé, on veut faire ce qu'on a envie de faire, etc. Mais au moment, voilà, il faut aussi ouvrir les yeux et se dire que c'est quand même aussi quelque chose qui doit être accepté, joué, aimé, compris aussi. Et acheté, oui, par un nombre assez important de personnes. Hein. Le moindre jeu indépendant, pour qu'il marche, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de ventes. Donc c'est assez conséquent quand on voit qu'il y a 15 000 jeux qui sortent par an. Donc voilà, donc c'est une industrie où il ne faut pas faire les choses dans son coin. Il faut écouter son publisher, écouter les playtesters, écouter les attentes. Alors, pas écouter... en nous disant, attendant que quelqu'un d'autre nous dise voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, écoutez, voir qu'est-ce qu'ils ont ressenti, où c'est qu'ils ont bloqué, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, et rester relativement ouvert et pas enfermé dans son coin. Je pense qu'une bonne façon de résumer ça, ce serait de dire que un jeu vidéo, c'est une œuvre collective artistique, mais qu'on fait pour les autres, qu'on fait pour le public, qu'on fait pour qu'elle soit jouée, pour qu'elle soit comprise et pour que les gens puissent en profiter pleinement. Donc plus il y a de gens qui y jouent, mieux c'est. Voilà. On va peut-être prendre des questions, s'il y en a. Bonjour, merci pour l'intervention qui était vraiment très très intéressante. Vous avez parlé de vos sources d'inspiration dans la BD, dans le cinéma d'animation et ainsi de suite. Je me demande à quel point ces différentes industries communiquent les unes avec les autres, mettent en commun des savoir-faire entre différentes façons d'illustrer, de faire de la musique, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment une convergence ou est-ce que c'est encore informel? C'est-à-dire qu'en jeu vidéo, on va s'inspirer de la BD, mais sans vraiment en parler les uns les autres. Voilà. Ouais. Alors, oui, ça communique. Clairement, quelqu'un qui décide d'être cara designer ou modeleur de personnages, qui modélise des personnages, il peut travailler dans l'animation, il peut travailler dans le jeu vidéo, il va y avoir des passerelles. Nous, avec Julien, on aime beaucoup travailler avec des gens qui viennent d'industries différentes. Par exemple, sur notre nouveau jeu, tous nos cara design sont des auteurs de BD. Voilà, donc on fait designer nos personnages par des auteurs de BD qui d'un côté écrivent leur propre BD. On a des gens qui viennent de différentes industries, que ce soit le cinéma d'animation. Donc oui, il y a des ponts. Hein. Les compositeurs de musique, ils ne sont pas tous dédiés aux jeux vidéo. Donc il y a des spécificités. Un game designer, effectivement, il bosse dans le jeu vidéo. Il y a quelques métiers qui restent propres aux jeux vidéo. Mais de façon générale, ça reste quelque chose, oui, où on peut facilement avoir des passerelles entre les différents secteurs. Merci. Merci pour la présentation, c'est super intéressant et c'est ça fait du bien, c'est frais. Je voulais savoir pour la direction artistique de Chance of Scénar, combien de temps vous avez mis pour avoir cette patte justement d'itération sur les années de développement avant que Focus n'arrive et que vous leur livriez la première version du jeu? Alors, rapidement, en fait, c'est particulier parce qu'on a commencé par la direction artistique. Avec Thomas, on a travaillé pendant, je sais pas, 6 mois. Quelque chose comme 6 mois à développer. En fait, on a chopé des inspirations. On s'est dit, voilà, on a maquetté un peu dans d'autres logiciels jusqu'à avoir les premières maquettes visuelles de ce qu'on avait envie de faire. Ensuite, avec Thomas, on a travaillé à reproduire ça dans le moteur Unity, donc qu'on a utilisé pour le jeu. On a eu à peu près 6 mois de recherche graphique pour arriver à fixer un rendu qui nous plaisait. La partie game design a été beaucoup plus compliquée à mettre en place que la partie graphique, où finalement ça a été assez facile. Et pour te répondre sur Focus, Focus est arrivé à peu près à la moitié du développement. Donc quand je dis développement, c'est écriture et production. Donc sur un projet qui a duré à peu près 3 ans, ils sont arrivés à peu près à partir d'1 an et demi. Et ils nous ont aidés sur la deuxième moitié de la production.
Oui, bonjour. Par rapport à Chant of Snar, avez-vous travaillé avec des linguistes? Sinon, sur quoi vous basez-vous pour créer les langues? Alors non, on n'a pas travaillé de linguiste. On a fait des recherches pour prendre des inspirations sur certaines mécaniques de langue, certaines formes, pour qu'on ait une cohérence dessus. Mais avant tout, les langues dans Chant of Scénar, c'est un outil de game design. Voilà, chaque langue a entre 30 et 40 mots qui ont été sélectionnés pour permettre de raconter une histoire. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas joué, en fait, on incarne un voyageur qui grimpe une tour inspirée du maître de Babel, et à chaque étage, il y a un peuple qui va lui parler, et il va devoir comprendre sa langue. Et en fait, on doit chaque fois, à chaque étage, raconter une histoire avec des peuples qui utilisent 40 mots différents. Voilà, donc ça reste assez restreint. Voilà, donc en fait, on a vraiment conçu un jeu en disant voilà ce qu'on a besoin comme outil de game design, et on a créé une langue qui répond à ces contraintes-là. Avec les personnages, non, c'est bon, on a tout. Alors attends, C'est tout? C'est bon? Ouais, il reste 5 secondes, donc j'ai l'impression que c'est bon. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Merci.